Bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir d'ouvrir un dossier particulier, le dossier des camps de l'horreur. Ces camps d'internement, de concentration que l'armée coloniale a ouverts au lendemain du déclenchement de la guerre de libération. Il y avait en fait pendant la guerre de libération un certain nombre donc de centres, en plus évidemment des prisons, il y avait des centres d'internement, des centres de regroupement et des centres de tri et de transit. Pour revenir en détail sur ce dossier donc carcéral, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Moustapha Khiati, qui a écrit pas moins de 4 livres sur la question d'emprisonnement pendant la guerre de libération nationale. Monsieur Moustapha Khiati, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Vous avez écrit au moins 4 livres sur cette question carcérale pendant la guerre de libération nationale, et vous avez découvert qu'il y avait des procédés, de différents procédés que l'armée coloniale, l'administration coloniale d'une manière générale, avait mis en place pour empêcher cet élan révolutionnaire d'aboutir d'atteindre son objectif, à savoir l'indépendance de l'Algérie. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, c'était vers 2010, 2011, 2012, un moment où j'ai appris que le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, a levé l'interdiction d'accéder à ces archives. Il faut dire qu'en Algérie, personne ne connaît en détail le problème des camps. Les seules personnes à l'avoir visité en dehors des militaires français, ce sont justement les délégués du CICR. Et donc c'était une mine particulièrement intéressante. Et j'ai travaillé donc sur ces archives-là et j'ai pu en sortir 4 livres parce qu'il y avait tellement de matière. Et moi-même, j'ai découvert au fur et à mesure de mes lectures des choses horribles, effectivement, qui ont existé en Algérie. Donc, dans la littérature colonialiste, on parlait de centres. Il y avait les centres d'hébergement, il y avait les centres de transit et de tri, et puis il y avait les centres d'internement, et puis il y avait un autre type de centre, c'était les centres de regroupement. Donc, est-ce que vous pouvez déjà spécifier Alors, on peut effectivement, en dehors des prisons, qui étaient un nombre impressionnant d'ailleurs, une centaine en Algérie et une quarantaine en France, il y avait d'abord la création de centres, on a utilisé un mot très pudique, d'hébergement. Les mêmes centres en France étaient appelés des centres d'assignation à résidence. Ces centres ont été ouverts donc à partir de 1956 en dehors de la loi, parce que la loi justement de 1955 instituant l'état d'urgence en Algérie ne permettait pas l'ouverture de ces centres-là. Donc ils ont été ouverts en dehors de la loi, mais c'était des centres quand même qui étaient gérés par l'administration préfectorale. Au fur et à mesure, il y a eu 13 centres qui ont été créés en Algérie, dont un spécialisé pour les femmes à Techfoun, à côté de Koléa. Mais il y avait le centre, par exemple, d'Aflo, de Borj, ensuite de Bossuet, Lodi, Saint-Leu, Sidi Chahmi, etc. Puis, au fur et à mesure, en 1956, il y a eu un vote de l'Assemblée française qui donnait les pleins pouvoirs au gouvernement français. Et donc Guy Mollet, qui était ministre socialiste à CFIO, a rétrocédé une partie de ses pouvoirs à l'armée. Et donc l'armée a commencé à créer elle-même des centres. Donc c'était des centres d'internement qui ressemblaient à ceux des civils, mais en fait c'était des centres d'internement où il n'y avait aucun contrôle, ni administratif, ni juridique. Et donc, les militaires faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ouvraient là où ils voulaient, d'une façon importante, et fermaient quand ils le voulaient, et ouvraient d'autres, etc., en ville, dans les campagnes, un peu partout, à tel point que jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre exact des centres d'internement militaire, qu'on appelle d'ailleurs, d'abord
le générique général, ça s'appelle Centre militaire de transit et de triage. Mais en fait, qui ont donné naissance à une série de centres. D'abord les centres militaires, d'internement militaire, ensuite les centres d'internement militaire spécialisés. Ensuite, alors ces centres militaires spécialisés étaient chargés de prendre ce qu'on appelle les PAM. C'est également un nom pudique. Ce sont les personnes prisonniers prises armes à la main. Les armes à la main. Parce que la France n'a pas voulu donc appliquer les conventions de Genève jusqu'à pratiquement l'indépendance. Et donc, c'était les PAM. Donc, on mettait dans les centres d'internement militaire et on voyait, sur le plan psychologique, ceux qui étaient susceptibles d'être retournés. Donc, on les mettait dans les centres de rééducation qui s'appellent les CDR. Et donc, là, il y avait le 5e bureau, donc il y avait une activité psychologique intense pour justement les retourner. Les CDR, c'était pratiquement des centres de fabrication de la harka. Et il y avait bien sûr d'autres centres, comme les centres de justice et d'action, il y avait les centres d'information, il y avait les centres d'interrogatoire qui eux-mêmes se divisaient en plusieurs séries, etc. Donc il y avait des dénominations très importantes, et le nombre de centres, personne ne le sait, mais j'ai pu identifier plus de 200, mais certainement qu'il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, oui. Alors, nous savons que l'armée, à partir de 1957, va intensifier l'ouverture de ces centres, notamment après les rafles, donc pendant la grève des 8 jours, dont au moins les principales villes d'Algérie, parce que la grève des 8 jours, c'était pas simplement Alger, mais c'était les 18 villes importantes de l'Algérie à l'époque. Donc il y avait des arrestations, des rafles au sens. Des rafles, oui. Le problème de ces centres, aussi bien pour les centres civils que militaires, c'est que c'était des espaces de non-droit. Les gens étaient arrêtés n'importe où, leur famille n'était pas avisée, et ils se retrouvaient dans des centres parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Et leurs parents ne savaient leur présence ou leur existence que par d'autres personnes, par exemple des visiteurs qui venaient voir quelqu'un, on leur donnait le nom, donc le nom était transmis, etc. Parfois, il y a des parents qui n'ont pas vu leur famille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. D'autres n'ont pratiquement pas vu leurs parents jusqu'à l'indépendance, etc. Dans les centres militaires, c'était encore pire. C'était des gens qui étaient arrêtés dans le secret, mis dans des centres clandestins. Il n'y avait ni registre, ni rien du tout, et on faisait d'eux ce qu'on voulait. Parfois, ça pouvait aboutir au décès, c'est-à-dire les gens étaient abattus. Dans d'autres cas, donc, ils étaient remis au niveau des CMTT ou au niveau des centres d'hébergement ou exceptionnellement au niveau des prisons. Certains prisonniers étaient libérés des prisons pour les jeter ensuite dans des... Ah oui, c'était également un comportement qui n'était pas, j'allais dire, éthique. Ça ne respectait pas les voies judiciaires connues. Je donne l'exemple, par exemple, les personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations du 17 octobre, la plupart ont été arrêtés, mis dans des centres en France. Ensuite, ils ont été transférés vers les centres dits d'hébergement en Algérie sans que leurs parents soient mis au courant, en laissant parfois des enfants, etc. Donc c'est terrible. Et donc d'une prison à une autre prison, sans aucun contrôle juridique, sans qu'il y ait, disons, une démarche judiciaire qui pourrait expliquer cette mise au bord donc de la société. Pour revenir au fonctionnement interne de ces véritables camps de concentration, dont l'un de vos livres, vous avez évoqué Auschwitz à Alger pour dire que les Français utilisaient le même procédé que celui utilisé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair, tous ces centres en fait échappaient à tout contrôle, comme je l'ai dit, judiciaire, et donc s'apparenter plus à des camps de concentration ou à que l'État nazi a mis en place. Ce qui est encore un peu surprenant, c'est qu'à l'époque,
il y avait beaucoup de dirigeants français qui avaient connu ces centres-là. Ouais. Et donc, on avait pensé, surtout après le jugement du tribunal de Nuremberg, qu'il n'y aurait jamais ce genre de comportement. En fait, ce que les Français ont fait, aussi bien au niveau des centres de regroupement ou au niveau de ces centres-là, c'est un crime qui peut être qualifié de crime contre l'humanité. Parce que ça n'a pas une autre explication. D'ailleurs, dans certains cas, je pense à celui de Paul Cazel, Paul Cazel, qui est un témoignage de Abdelhamid Benzine. Hassib Bahbah. Il disait qu'il y avait parmi les légionnaires, les militaires français, des anciens nazis qui exhibaient. C'est connu, et on lâchait les chiens sur les prisonniers. Ouais. Les gens étaient dans des conditions atroces, parce qu'au niveau de Hassib Bahbah, il y avait de la neige de temps en temps qui tombait, et c'était des baraquements, donc les baraquements sont tombés sous le poids de la neige, et ils étaient à l'extérieur pratiquement, mal habillés, mal nourris. Certains sont morts justement soit de froid, soit d'inanition, etc. Dans les camps militaires, c'était pire, parce que parfois il y avait un seul robinet ou une source d'eau, et il y avait 200, 300, 400 prisonniers. Et il y avait une seule latrine, c'est-à-dire une toilette, et il fallait faire la chaîne pour y accéder. Les gens, comme les militaires français, n'avaient pas d'argent pour construire des centres ou les mettre en place, donc ils utilisaient la paille comme literie pour les gens, qui étaient changés une fois tous les 2-3 mois, et il n'y avait pas d'ustensiles pour manger, donc on les faisait manger dans des boîtes de sardines rouillées, des boîtes de conserve rouillées. C'était infernal, c'était pas humain. Ce qui se passait dans ces centres-là, ce n'était pas humain. Et de plus, on exerçait sur eux, si ce n'est la corvée de bois pour certains parce qu'ils étaient éliminés, donc les gens étaient torturés. Il y avait de la torture qui était donc appliquée de façon systématique à l'intérieur de ces centres. Est-ce que les centres diffèrent donc d'une région à une autre ? Je pense que, par exemple, il y a des centres où on enfermait les élites, par exemple, les élites syndicales. Pour les centres d'hébergement, effectivement, il y avait, comme le centre de l'Ordi qui était à côté de Médéa, il était destiné un peu aux Européens. Et ensuite, on a introduit quelques diplômés algériens, quelques universitaires, etc., avant de transférer une partie de ce personnel-là vers le château de Holden, qui est le comte de Douira. Donc, où les conditions étaient relativement meilleures que, par exemple, à Bossuet ou à Eflou ou encore à Alborj à côté de Msila, etc. Est-ce que lors des visites, vous avez évoqué tout à l'heure les visites donc, des délégations du CICR, est-ce que c'était des visites inopinées ou bien organisées ? Non, c'était des visites toujours bien organisées, même sécurisées par l'armée française, qui est en contradiction avec les missions. Malheureusement, les éléments du CICR n'étaient représentés que par des Suisses, donc ils étaient en nombre assez faible. Donc la plupart ne connaissaient pas l'arabe, et parfois ils faisaient appel à des personnes sur place pour traduire. S'il n'y a pas parmi les prisonniers, ce sont des gens qui travaillent au niveau des agents au service de l'administration. Bon, ça c'est un peu les côtés négatifs, mais il y avait tellement de côtés positifs qu'on a oublié de parler de ces petites choses. Donc la situation de la vie donc dans ces camps diffère donc des camps d'hébergement et des camps donc militaires d'internement. Oui, il y a une différence très importante. Si au niveau des camps d'hébergement, les gens avaient une relative autonomie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient par exemple faire leur culte, faisaient la prière, etc., manger de façon, je dirais pas correcte, mais au moins ils mangeaient une fois par jour. Dans les centres d'internement, c'était vraiment... Absolument, ça dépendait donc des militaires qui étaient sur place. Parfois ils ne mangeaient pas pendant plusieurs jours, ils n'étaient pas soignés. Parce que justement, les gens du CICR, les délégués, parfois ils sont tombés sur des malades, même des blessés par balle ou de torture, et qui étaient dans un état lamentable dans ces camps-là et qui n'étaient pas soignés. Donc non-assistance à personne en danger, alors que, en fait, ce qui s'est passé dans ces centres-là montre
que la France, qui était la puissance occupante, n'a respecté aucun de ses engagements internationaux, notamment concernant les conventions de Genève, qu'elle a elle-même demandé qu'elles soient signées à Paris en 1948, et donc qu'elle n'a pas respecté, au 1949 je crois, qu'elle n'a pas respecté. Donc c'est terrible pour un pays qui se targue d'être la terre de la Révolution française et du citoyen de 1789. Elle n'a pas respecté parce que c'est pratique. C'est vrai que l'Algérie vivait sous donc une situation des lois d'exception. On appelait ça les lois d'exception. Mais c'était des pratiques couvertes par les dirigeants politiques. Absolument. Bon, en fait, les dirigeants politiques ont transféré leur pouvoir aux militaires. Et les grands militaires, les chefs de région, il y avait trois régions militaires, donc ont délégué au fur et à mesure leur pouvoir à leurs subalternes. Donc on a vu que parfois c'était le lieutenant au niveau d'un arrondissement, comme par exemple Frenda, qui prenait des initiatives, qui ouvrait un centre, qui arrêtait qui il voulait, torturait qui il voulait, tuer qui il voulait. C'est ça ce qui était terrible, donc lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Et lorsque vous voyez les chiffres officiels qui ont été avancés par les Français concernant les centres d'horreur, que j'appelle moi d'horreur, les centres militaires, donc d'internement, c'était à peu près 40 000. En fait, 40 000, c'est un peu le nombre de places qu'il y avait. Mais en fait, les gens qui ont été reçus par ces camps-là doivent avoisiner le million. Pourquoi ? Si on prend uniquement le centre, la villa Hamziane de Constantine, par exemple. La ferme Hamziane. La ferme Hamziane, sur laquelle donc Paul Vidal-Naquet, je crois, a écrit un livre. Et il parle de 100 000 personnes qui sont passées par cette villa, uniquement un seul centre, où les gens ont été torturés. Il y a eu des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui ont été tués sous la torture dans ce centre-là, etc. Alors que la ferme Hamziane ne représente que peut-être le millième du nombre de centres militaires qu'il y avait sur le territoire. Et donc, on avance sur le nombre de millions, ce n'est pas exagéré, c'est même peut-être sous-estimé. Parce que certains centres étaient conçus pour contenir entre 600 et 800, puis ils se retrouvent avec 10 000. Donc ça, c'est les centres d'hébergement. Mais pour les centres militaires, généralement, il y avait au niveau de tous les territoires, là où il y a des militaires, il y a des centres. Donc ce n'était pas des centres où il y avait énormément de gens. Il y a des centres où il y avait 200, 300 personnes, je pensais le maximum, peut-être 400, mais c'était pour mieux maîtriser, parce que c'était des petites patrouilles militaires. Lorsqu'il y avait par exemple 30 militaires, ils pouvaient ouvrir un centre. Et donc ils n'avaient pas envie qu'il y ait trop de monde. Et à ce moment-là, on ouvrait un autre centre à côté. Par exemple, le centre de Paul Cazel, qui a été ouvert, je pense, au mois de janvier 1957, il a été construit par les prisonniers eux-mêmes. C'était des guitounes au début, après ils ont construit. Mais lorsque vous prenez, par exemple, le centre de Eflou ou d'Al-Borj de Msila, ce sont des centres qui ont été créés en 1942. C'est-à-dire pour mettre là-bas les juifs et les communistes. Libertaires espagnols également. Voilà, etc. Et puis ils sont restés comme ça, donc on les utilisait un peu pour déporter les gens lorsque les politiques notamment, comme par exemple Missa Hadj ou Cheikh Bachir Ibrahim, etc., qui ont été déportés dans des centres comme ça, mais qui sont restés et qui ont été réutilisés à l'occasion, donc avec le déclenchement de la guerre de libération nationale. Monsieur Moustapha Khiati, restez avec nous. Je vous propose cet extrait d'un documentaire de notre ami Saïd Oulmi qu'elle a consacré donc, au camp de Bossuet, à Sidi Bel Abbès. On revient juste après. Situé à 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, se dresse le camp de Bossuet, une forteresse construite en 1845. Il a servi de camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses personnalités politiques y ont séjourné. Il a été réouvert
le 16 août 1955. Implanté au pied des montagnes, le climat y est contrasté, particulièrement en hiver où le froid est glacial. Des murailles de 8 mètres de hauteur, entourées de barbelés, flanquées de miradors. Du camp de Bossuet, on ne voit que le ciel et les crêtes des montagnes. Ces murs incarnent la douleur et les brimades endurées pendant des années. Dès leur arrivée, les internés sont placés pendant 48 heures dans un quartier de haute sécurité constitué de minuscules cellules individuelles. Abdelkader Guermouch ploie sous l'émotion en retrouvant la cellule dans laquelle il a passé ses premières 48 heures. أنا قعدت 48 ساعة ما كان لا فراش ولا حتى شيء وحتى الأكل لا ما كانش فراش السيما برك السيما وندا يافي ميم لوميديتي وين اوت سيلو مش عارف إلا هادي يافي ميم دي بوتيير الماء تحمل فوق. Abdelkader Guermouch, arrêté à l'âge de 26 ans, interné pendant 2 ans et demi, dont 11 mois passés au camp de Bossuet. Nous pénétrons dans l'une des cellules où les internés subissaient les pires tortures. Regardez bien ce trou, percé pour recevoir les eaux de pluie. Dans cette cellule est le béton. كي دخلنا للكونت قال لك راكم دخلتوا واقفين على رجليكم تخرجوا رجليكم سابقين صافي دير تدخل راك حي تخرج باش يدفنوك هذه هي المعنى نتاعو. المعتقل كان خلافا لما يعتقد او لما يكتب في الكتابات الغربيه. المعتقلات كانت ايضا مراكز تعذيب. يطيحوا المعنويه تاع الانسان بعد هذا يطلقوا المعتقل عند جماعه اخرى. Après quelques péripéties intimidantes en guise de bienvenue, ils étaient répartis par groupes dans des chambrées de 80 à 100 internés. Ils étaient entre 1500 et 2000. Ils arrivaient de toutes les régions du pays. La majorité d'entre eux faisaient partie de l'élite algérienne. Des fours de torture. C'était là, M. Riaté, donc un extrait d'un documentaire de Saïd Olmi consacré à ce fameux camp d'hébergement de Bossuet où le maître mot c'était l'humiliation des Algériens. Absolument. Bossuet, c'est situé à côté de Sidi Bel Abbès. C'est un très grand centre qui a été créé donc au XIXe siècle, qui manque de tout moyen de vie correcte ou décente, etc. Mais les Français ont été très insidieux, très mauvais dans ce domaine-là, puisqu'ils ont mélangé les gens. Ils ont ramené des paysans dans ce centre-là, ils ont ramené ils ont mis des médecins. Ils ont mis des avocats pour leur dire vous ne représentez rien, vous êtes rien. Mais en fait, dans ce centre-là, on se souvient, il y avait le docteur Aroui, le docteur Messoud Djennas, qui vient de nous quitter. C'est Ben Melh Al-Ghouti qui était avocat du FLN, donc qui vient de nous quitter. Donc il y avait énormément de monde qui ont été mélangés avec ces gens-là et qui ont été traités comme les derniers malvenus, c'est-à-dire dans des conditions que vous avez vues, atroces, etc. C'est un peu la volonté justement du colonisateur de déshumaniser les gens et de leur montrer que de toutes les façons, face à la France, ils devaient s'écraser et c'est tout. Vous m'aviez dit, concernant donc ce camp spécialement, le procédé, c'est-à-dire il fallait les isoler d'abord avant de les intégrer dans les... Ah oui, alors dans ces centres-là, il y avait toujours un officier chargé du 5e bureau, donc de psychologie, qui identifiait. D'ailleurs, ils commencent à leur faire, par exemple, leur faire passer il y avait une radio
donc avec des haut-parleurs. Donc on leur faisait passer des messages et puis on leur demandait de les écouter au garde à vous. Donc puis on voyait un peu les gens et on choisissait ceux qui étaient susceptibles d'être récupérés. Donc on faisait, même dans les centres d'hébergement. Il y avait des gens qui étaient maltraités, donc qu'on enlevait parce qu'ils réagissaient. Et donc il y avait bien sûr des séances de torture pour ces gens-là, etc. Est-ce que ces centres d'hébergement qui étaient gérés au départ par la préfecture n'étaient pas récupérés ensuite par l'armée? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, comme nous avons un seul exemple, c'est le secrétaire général de la préfecture d'Alger, Taïgen, qui a démissionné lorsqu'il a vu qu'on lui faisait signer des ordres d'arrestation comme ça, mais il ne savait pas où partaient ces gens-là. Et donc, lorsqu'il a vu, donc lui-même, il dit, c'est à peu près 3000, il a signé à peu près 3000 décisions. Et donc, il a démissionné lorsqu'il a vu que c'était des gens qui faisaient l'objet d'une arrestation arbitraire et qui étaient envoyés dans des centres un peu partout à travers le pays. Alors, il y avait un phénomène qui est lié directement donc, à ces centres, c'est les disparitions. C'est-à-dire, lors des transferts d'un centre à un autre, les Algériens disparaissaient. Souvent, c'est des Algériens qu'on assassinait. Oui, ça arrivait, mais le plus d'assassinats, c'était surtout dans les camps d'internement militaire. Oui. C'est là où il n'y avait aucun contrôle, et les militaires, parce qu'ils étaient gérés par les militaires, et les militaires faisaient ce qu'ils voulaient. Donc les corvées de bois étaient chose courante. On utilisait également les prisonniers comme chair à canon. On les mettait au devant des GEP ou des blindés lorsqu'on allait attaquer des gens, des gardes de l'ALN parce qu'on a entendu parler de leur existence, etc. Donc ça se faisait en plus bien sûr de la torture qui était, comme je disais, systématique. Dans ces centres militaires. Alors, en plus de ces centres d'hébergement et ces centres d'internement militaire, il y a eu un autre procédé. Tout à fait. C'est les centres de regroupement, donc, qui concernaient 3,5 millions d'Algériens qui ont été donc parqués dans des centres de fortune. Alors, là, ça a commencé. C'est un autre type de. Ça a commencé au début de l'année 55. Ouais. Donc, après les premiers bombardements au niveau des Aurès, d'ailleurs, les premiers centres ont été créés au niveau des Aurès. Donc, on a commencé à bombarder. Et on a créé des zones de sécurité, des zones interdites. Ces zones interdites, c'est-à-dire là où les militaires français ont été attaqués, où ont fait l'objet d'embuscades, donc on déclarait la zone interdite, on bombardait. Et s'il y avait des villages, on faisait sortir tous les gens et on les emmenait d'abord au niveau des piémonts de montagne et on les laissait là-bas à eux-mêmes. Puis on a fait appel à des spécialistes. C'était des militaires, des officiers indigènes qui étaient au Maroc, dont le général Parlange, qui parlait plusieurs langues, notamment le berbère. Et donc, ces militaires ont justement proposé de créer des centres de regroupement, c'est-à-dire que, un peu en se basant sur la théorie de Mao Tse-tung, il faut retirer l'eau pour que le poisson meure, en parlant des éléments de l'ALN. Et donc, ce qu'ils ont fait, étant donné que ce sont les villages, ce sont les civils qui nourrissaient les combattants de l'ALN, oui. Donc il fallait un peu les retirer. Et donc on a commencé cette théorie. On prenait les habitants des villages, on les ramenait au niveau à côté d'une caserne ou à un point militaire, on les entourait par des barbelés, on mettait des miradors pour les surveiller et on les laissait comme ça. C'est-à-dire en leur donnant au début la possibilité de mettre quelque chose sur eux, donc de résister au froid ou à la chaleur, ni d'alimentation. Et lorsqu'il y a eu la pression, on a commencé à leur donner des moyens de 900 grammes par personne adulte, on ne donnait pas aux enfants, par exemple de semoule ou de blé. Donc ce qui était par mois, ce qui était totalement insuffisant
pour pouvoir nourrir ces personnes-là. Et c'est pour ça que lorsque Michel Rocard, jeune étudiant, c'est le premier à faire un rapport. Voilà, est arrivé là-bas, donc on lui a demandé de faire un rapport. Et donc il a été, la première chose qu'il a surpris, c'était le nombre de décès chez les enfants et dans ces camps-là. Et il a donc par extrapolation, il a donné un chiffre de pratiquement 200 000 morts par million au niveau de ces camps-là. Cela par an. Alors, si on considère que vers la fin 57, début 58, il y avait à peu près 2 500 000 personnes dans les camps de regroupement, cela veut dire qu'il y avait 500 000 morts par an, et 58, 59, 60, 61, 62. Donc, cela veut dire qu'il y a eu pratiquement 2 millions de morts uniquement au niveau de ces centres de regroupement. Parmi les conséquences, donc, ce taux de mortalité, mais il y avait également sur le plan social. Absolument, on ne donnait pas aux gens à manger, c'était affreux. Non, la socialisation. La socialisation, c'était des paysans qu'on a arrachés à leur terre. Absolument, d'ailleurs, un spécialiste français, un sociologue français qui dit que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arraché ces populations paysannes à la terre. Oui. Et à l'indépendance, ça a été très dur, difficile pour beaucoup de revenir à la terre. Oui. Pourquoi ? Parce que pendant 5 ou 6 ans, ils ont été arrachés, mis dans des camps où ils ne pouvaient plus travailler leur terre. Et souvent, ils étaient à des dizaines de kilomètres, voire plus. De leur terre. Donc, dans beaucoup de centres, on ne les autorisait même pas à sortir. Pour certains centres, on les autorisait à aller travailler chez le colon parce qu'ils n'étaient pas loin, ou leur terre qui n'était pas très loin. Mais ça, c'était les exceptions. Souvent, c'est des centres soit donc implantés devant des casernements ou bien devant des centres urbains. Il y avait toujours des militaires à côté, pour les surveiller, etc. Et même les centres ont été conçus de façon à les contrôler. C'est-à-dire, il y avait des allées, de façon que le militaire dans son mirador pouvait voir toutes les maisons avec ses jumelles directement donc à partir de son point d'observation. Et donc, il n'y avait pratiquement pas d'intimité dans ces centres-là. Et même les maisons qui ensuite, on a dit qu'on allait construire les 1000 villages pour remplacer ces centres-là, mais en réalité, il faut dire qu'il y avait plus de 2500 centres de regroupement. C'est un chiffre très important qui comprenait à peu près 2 500 000, ce qui représentait la moitié de la population rurale. Mais si on ajoute les personnes qui ont été casées autour des grandes villes, il y a 1 million. Donc c'est l'ensemble, ça fait 3,5 millions, ce qui représente 40% de la population totale algérienne qui ont fait l'objet justement de ce regroupement-là. Le regroupement peut être considéré comme également un crime contre l'humanité, étant donné que c'est des gens qui ont été enlevés à leur habitat naturel, qui ont été parqués dans des espaces, donc ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il fallait des autorisations, ils ne pouvaient pas recevoir leur famille. Ils ne pouvaient pas recevoir n'importe qui. Oui. Et ils étaient dans des conditions abjectes, indécentes, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Les chambres, c'était des chambres de 2 mètres sur 2 mètres. Ou moins, parfois 1,50 m sur 1,50 m, juste l'espace pour pouvoir s'allonger. Et donc c'était affreux. Donc nous avons aujourd'hui non seulement des témoignages, mais nous avons même des plans de ces centres-là, comment ils ont été construits, avec quoi ils ont été construits. Si la France a construit 2 ou 3 pour faire un peu un tapage médiatique en disant qu'elle a amélioré les conditions de ces faits-là, la plupart, la grande majorité, l'écrasante majorité de ces centres-là ont été construits par les prisonniers eux-mêmes. Donc les familles ont été obligées d'aller ramener des... Et certains ont été, le cas par exemple du centre de regroupement de Messelmoun, donc pas loin de Chechel, c'était des habitants, donc des villages environ, qu'on a ramenés et qu'on a laissés sur la plage. Absolument. Donc c'était carrément sur la plage, c'était des guitounes au début, et pratiquement il n'y a pas eu de construction dure. Absolument. Et la plupart des enfants, il y avait très peu qui recevaient donc des visites médicales. L'impact justement sur les enfants. Donc ils recevaient très peu de ces centres-là bénéficiaient d'une éducation, c'est-à-dire il y avait, on disait que
qu'il faut dire que ces centres-là étaient gérés par les SAS. Oui. Donc, ils envoyaient des officiers pour un peu... Soi-disant pour aider, etc. Mais en fait, pour avoir des renseignements, pour un peu étudier les gens, etc. Donc, et très peu de centres bénéficiaient d'écoles. C'est vrai qu'il y a eu un livre sur ça d'un rédacteur de TV5 qui était dans un centre et il a mis plein de photos disant qu'il a été enseigné, etc. Mais c'est l'exception. C'est les rondelles qui n'annoncent pas le printemps. Mais là-bas, la grande majorité, moi je connais, j'ai discuté avec des enfants qui ont vécu dans les centres, aucun n'a bénéficié d'une école ou d'une institutrice, etc. Pas d'instruction, pas de santé, pas d'alimentation, des conditions atroces, laissées à eux-mêmes, le froid, la chaleur, et puis ils ne pouvaient pas bouger. Il n'y avait pas d'hygiène. Il n'y avait pas d'hygiène parce qu'on ne leur donnait pas de savon. On leur donnait pas. La javel, c'était un luxe. Des fois, c'est tout le monde qui allait chercher de l'eau dans l'unique fontaine. Lorsqu'il y avait une fontaine, sinon c'était à côté, il fallait faire la chaîne de bon matin, et la citerne militaire, il fallait tout le village, tout le camp de recoupants faisait la chaîne dès le matin, dès 5 h du matin, pour avoir 3 litres ou 4 litres d'eau. C'est terrible ce qui se passe. Donc tout a été rationné, etc. Bien sûr, parce que les militaires, je vous l'ai dit, les militaires n'avaient pas d'argent. Et d'ailleurs, Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances en 1958, le gouvernement lui a demandé de financer la construction de centres au niveau de la France. Il a refusé. Il a dit, moi je n'ai pas de budget sur ça. Alors qu'on était de l'Algérie, il n'y avait pas du tout de budget, il n'y avait pas du tout d'argent, et c'était les militaires qui faisaient ce qu'ils voulaient, puisqu'ils avaient le pouvoir, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fameux rapport de Michel Rocard. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il était plus ou moins objectif concernant à l'époque? Non, à l'époque, Michel Rocard, il venait d'Énarques, c'était un donc d'avoir son diplôme, c'était un échantillon de la société française, donc il n'avait pas de grief particulier avec l'Algérie, donc il ne connaissait pas. Donc il est venu avec un certain esprit neutre. Et il a été scandalisé par ce qu'il a vu. Et c'est pour ça qu'il a fait un rapport qui a été classé secret. Et donc il a fuité ce rapport, une fois au niveau du ministère de la Justice, il a fuité vers le journal Le Monde qu'il a publié. Mais en fait, pendant 4 ou 5 mois, c'était le silence total. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction sur ce rapport-là. Ce n'est qu'après, lorsque donc, il est devenu public, qu'on a commencé à avoir des réactions. Alors, quelle était également la position maintenant du CICR, qui a eu à visiter également ces centres-là? Alors, le CICR, pour lui, ces problèmes-là, ce n'était pas un peu son créneau. Il faut voir un peu dans les missions du CICR. Les missions du CICR, c'est les prisonniers, généralement les prisonniers militaires, les armes à la main. C'est là où ils interviennent le plus. Ils ont étendu ça aux autres prisonniers pour voir si les conditions d'emprisonnement étaient correctes, etc. Mais pour ce qui est des camps de regroupement, ce n'était pas leur mission de ramener à manger, etc. Oui. D'ailleurs, les représentants du CICR, ils ont été une fois dans la région de Batna et ils ont été abordés par un général français qui avait un peu d'humanisme. Il leur a dit, ce sont des gens qui sont en train de mourir de faim, est-ce que vous ne pouvez pas leur ramener à manger? Ils lui ont dit que ce n'était pas un peu notre objectif. C'est pas notre. Pourtant, c'était des prisonniers. Pour eux, ce n'était pas tellement des prisonniers, c'était des regroupés. Ouais. Donc, ça a été présenté comme étant des gens qui étaient dans des zones interdites, qu'on a ramenés dans des zones, disons, pacifiques, pour les protéger. Donc c'est un peu la version qui a été présentée, ce qui fait que pour eux, ce n'étaient pas des prisonniers réellement. Et donc, ils ne pouvaient pas leur ramener à manger, etc. Même si, après le 19 mars, donc, ils se sont impliqués dans des dons de lait et de fromage, de savon, etc. Mais c'était déjà le début de la libération. Alors, vous avez consacré donc, un dernier livre aux prisonniers politiques.
pendant la guerre de libération. Est-ce que dans ces camps, il n'y avait pas des prisonniers politiques? Est-ce que tous les Algériens n'étaient pas en fait des prisonniers politiques? Pourquoi oui, déjà oui, bien sûr. Bien sûr, les prisonniers politiques, en fait, je me suis intéressé un peu aux prisons, parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, une centaine de prisons en Algérie et une quarantaine en France, où il y avait des Algériens. En France, c'était surtout les régions où vivaient beaucoup d'Algériens, les Baumettes dans la région de Marseille, Lyon, la région de Lille, la région de Paris, etc. Et en Algérie, par contre, toutes les prisons étaient pleines et on estime le nombre de prisonniers à peu près à 22 000, à peu près c'était en Algérie, à peu près 10 000 en France. Donc c'était le plein. Les prisons étaient pleines à craquer et donc on ne pouvait pas mettre plus. Alors, les gens qui arrivaient en prison, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été soit médiatisés, soit parce qu'il y avait des avocats qui sont intervenus, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les prisonniers le disent, une fois en prison, ils étaient contents. Ce n'est pas d'être en prison, c'est parce qu'ils ont échappé à la torture et à la mort. Parce qu'ils savaient que s'ils étaient restés dans les centres de torture et les centres d'interrogatoire, ils allaient y passer. Et donc, lorsqu'ils arrivaient en prison, ils étaient contents, ils disent « Alhamdoulilah, nous sommes en prison, au moins on est sûr qu'on ne va pas venir nous tuer ici ». Dans les prisons, bien sûr, c'était parfois des conditions très difficiles, et la France, comme je l'ai dit, n'a pas voulu accepter le statut de prisonnier politique. Définie par la Convention 3 des Conventions de Genève. Et donc, elle a, du bout du lèvre, reconnu la catégorie A, qu'elle n'a jamais appliquée, pour ne pas appeler ça prisonnier politique. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grèves, notamment en France, des grèves importantes. Il n'y a eu que 3 grèves quand même, auxquelles ont participé même les leaders du FLN, et ça a fait un boom médiatique extraordinaire, et la France a été obligée de faire des concessions. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau des prisons, il y a eu une organisation des prisonniers à l'intérieur qui sont entrés en contact avec le FLN à l'extérieur. Et donc, il y a eu des revendications importantes. D'abord, qu'il y ait un porte-parole des prisons, et les Français ont fini par accepter qu'il y ait un porte-parole. Deuxièmement, qu'il y ait la possibilité de bénéficier d'un fonds d'aide, parce que les prisonniers ont laissé des familles entières sans subvenir à leurs besoins, etc. Donc, elles ont exigé, obtenu après beaucoup de combats, la possibilité qu'il y ait que, par exemple, les prisonniers les plus riches puissent donner de l'argent et que cet argent puisse être envoyé à des familles ou à des prisonniers qui sont sans ressources. Et le troisième élément, ils ont introduit l'éducation, la formation à l'intérieur des prisons, et les autorités françaises ont fini par également accepter qu'il y ait un enseignement au niveau des prisons, et beaucoup d'Algériens qui étaient analphabètes ont pu apprendre à lire, à écrire à l'intérieur de la prison, certains même passaient des examens, et à la fin, à leur libération, ils avaient un bagage intellectuel. Et la quatrième revendication qui a été également acceptée, c'est le droit de culte, c'est-à-dire de pratiquer la religion à l'intérieur de la prison. On les a même autorisés à faire la prière ensemble du vendredi. Du vendredi de l'Aïd, par exemple. De l'Aïd à l'intérieur des prisons. Et puis il y avait la presse. Donc, bien sûr. Et puis ils arrivaient à communiquer, je vous dis, parce qu'ils ont mis en place des canaux de communication avec le FLN, et donc il y avait la possibilité d'envoyer des lettres, etc. Ce qui fait qu'il y avait une réactivité, et chaque fois qu'il y avait un problème, il était porté à la connaissance des médias. Vous avez évoqué donc tout à l'heure M. Djennès, que vous avez rencontré, qui a préfacé même justement sur les camps d'hébergement, les camps. Il était à Bossuet. Lui-même, il était à Bossuet. À Bossuet. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans son témoignage? Je sais que vous avez discuté avec lui, évidemment. Lui, son problème, c'était un peu le devoir de mémoire. C'est-à-dire perpétuer chez les jeunes Algériens, les nouvelles générations, les souffrances qui ont été les siennes et celles de sa génération. Et ça, c'est très important. Moi, je voudrais par exemple que le centre de Bossuet et d'autres centres soient érigés en musée.
parce qu'il faut que les nouvelles préserver absolument, il faut qu'ils sachent qu'on mette la liste pendant qu'on a encore des témoins, qu'on mette la liste des prisonniers, des gens qui ont été internés dans ces camps-là, que les gens le sachent, qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont passées par ce centre-là. Il faut que les jeunes générations le sachent. Donc, Monsieur Khiati, donc à lire vos livres, on dirait que l'Algérie était une vaste prison à ciel ouvert. Oui, pendant la guerre de c'était un enfer carcéral. C'était un enfer carcéral parce qu'il y avait partout des prisons et le nombre de personnes. Alors, si on prend le million de personnes qui sont passées par les camps d'internement militaires, les 3 500 000 personnes qui ont fait les camps de regroupement et les milliers d'autres personnes qui ont fait les prisons et qui ont fait les camps d'hébergement en Algérie et en France, ça fait quand même la moitié de la population algérienne, c'est-à-dire c'est à peu près 5 millions de personnes, un peu plus de la moitié. À l'indépendance, ça fait plus que la moitié à l'indépendance. Donc c'est un nombre jamais vu dans l'histoire. Est-ce que ce dossier donc des centres, des prisons, etc., a livré tous ces secrets? Tous ces secrets. Non, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Oui. Je vous l'ai dit, notamment pour les centres de... Par exemple, lorsqu'on se pose la question, il y a eu des camps militaires et il y a eu des commandos de travail et des centres de travail. Donc c'était des gens qui étaient arrêtés dans la rue, ensuite mis dans les centres militaires, donc sans aucune inscription, personne ne savait où ils étaient. Et ils se retrouvaient au niveau des frontières pour construire les lignes électrifiées. Ce n'est pas les militaires français qui ont construit ça. Ce sont la chair à canon, c'est-à-dire que ça a été fait gratuitement, un volontariat obligatoire. De ces gens-là, dans des conditions terribles. Et donc, il y a beaucoup de ces aspects-là qui doivent être connus. Il n'y a pas que ça. Il y a des centres également qu'on ne connaît pas. Ce qui s'est passé dans les DOP. Vous savez que les DOP existaient au niveau de toutes les régions d'Algérie. Qui est-ce qui donnait les ordres? Comment se faisait, comment les gens étaient accueillis, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Les viols. Dans ces centres, à la Villa Susini par exemple. Actuellement, il y a eu des publications sur le sujet où de jeunes militaires français, des anciens militaires français, ont reconnu que c'était systématique. Et il y avait des jeunes filles qui se faisaient arrêter parce qu'elles étaient un peu charmantes et qui se retrouvaient dans des casernes. Donc voilà, la caserne Magenta à Oran par exemple, et on a cité plusieurs endroits. Il y avait également même des écoles qui ont été donc absolument transformées. C'est ça. Les militaires, en fait, ils faisaient comme l'école de la Casbah. Sarwi, l'école Sarwi. Oui, l'école Sarwi, bien sûr, où des personnes ont été même tuées, comme Oulid Meddet, qui a été défenestré, jeté par le 4e étage, etc. Bien sûr. Est-ce que dans vos recherches, donc, vous avez eu donc à travailler directement sur ces archives du CSR, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui vous a marqué donc, Ce qui m'a marqué, c'est les lettres, parce qu'il existe. Je dirais tout d'abord que toutes ces archives ont été ramenées par le centre des archives nationales. Oui. Et je les félicite parce que c'est important, c'est une partie de notre mémoire. Mais ce qui m'a marqué, ce sont les lettres qui ont été écrites par les prisonniers ou par les gens de ces camps-là et qui ont été remises aux délégués du CICR. C'est des passages de souffrance. Les gens qui racontent leur souffrance, des gens qui n'ont pas vu leur famille, qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des années, qui ne savent même pas s'ils sont vivants ou morts, qui n'avaient aucune relation avec l'extérieur. Et donc c'est vraiment des témoignages terribles. Puis c'est des lettres qu'on rédigeait souvent discrètement. Il fallait chercher le crayon. L'écriture parfois est difficile avec les différents stylos parfois. Donc ça commence avec un stylo, se termine avec un autre stylo, etc. Parce que c'est cet aspect-là qu'il fallait également développer, c'est celui que les prisonniers n'avaient pas le droit d'avoir ni stylo, ni livre, ni journal, rien du tout. Absolument. Ils étaient coupés de la réalité. De tout. C'était un peu... On a voulu en faire des animaux dans des grottes. C'est un peu ça. Parce qu'il n'y avait aucune commodité de vie
dans ces centres-là. C'était terrible et ce n'est pas digne d'un pays qui se réclame des droits de l'homme comme la France. Ce sera le dernier mot donc, de cette émission, c'est le mot de la fin. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Moustapha Riaté, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la question donc, de ces différents camps d'internement pendant la guerre de libération nationale. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné pendant la réalisation de cette émission. À sa tête, le réalisateur attitré des dossiers de la mémoire, Khalifa Balaman. Excellente soirée et à bientôt.